Monsieur Bruno Tchibala, bonjour. Bonsoir. Ok. Monsieur Bruno Tchibala, vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDPS, chargé des questions politiques et administratives et juridiques. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène en Belgique? Merci. Nous sommes en Belgique en exécution d'une invitation du président qui nous a invités à effectuer une visite officielle afin d'examiner avec lui la situation politique du pays et la marche du parti. Ça fait quelque temps qu'il est hors de cette ville. Il a laissé le pays pour des raisons que vous connaissez. Et donc il était normal qu'il se retrouve avec ses plus hauts collaborateurs pour discuter de la situation du pays et voir quelle est la situation du parti, étant donné que la perspective c'est des grands enjeux. Et donc nous devrions échanger sur ces enjeux. Nous parlerons avec vous de l'actualité politique, hein, surtout en rapport avec l'implication de l'UDPS par rapport à ces enjeux. Mais là, vous avez parlé de la marche du parti. Vous venez de Kinshasa, vous vivez en tout cas la chaleur de la manière dont fonctionne la base du parti. Quelle est votre impression sincère par rapport à la marche du parti? Je dois d'abord dire que lorsque le président du parti est absent pendant un certain nombre de jours, les choses ne peuvent que ne pas bien marcher. Il y a un fonctionnement que je pourrais qualifier de caïnca. Et donc, la situation du parti n'est pas tout à fait satisfaisante. Et donc, la base aussi a des raisons d'estimer que les choses ne marchent pas et de demander que le parti puisse bien marcher, qui est la relance de ses activités, qui est la mobilisation. C'est cela qui va nous permettre d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Oui, mais l'UDPS aujourd'hui est en face des enjeux très sérieux qui exigent effectivement que le parti lui-même soit convenablement structuré, que le parti fonctionne vraiment avec efficacité. Mais par rapport aux enjeux en face, je parle par exemple du dialogue ou alors ce processus électoral et qui est très complexe, est-ce que la santé actuelle de l'UDPS, si nous nous projetons d'ici 6 mois, 1 année, permettra-t-elle à ce que l'UDPS puisse sortir en tout cas vainqueur par rapport à ces enjeux qui sont comme assez importants? Vous comprenez pourquoi nous sommes ici. C'est pour faire l'évaluation de la situation et apporter des mesures correctives de telle sorte que, effectivement, dans les 6 mois qui viennent, nous soyons en ordre de bataille. L'ordre de bataille exige que certaines mesures soient prises, que certaines décisions soient prises. Il y va de l'intérêt du parti et donc c'est un souci de voir le parti être relancé, de voir son organisation être raffinée et donc nous allons discuter toutes ces questions avec le président pour y apporter les remèdes appropriés et donc les remèdes idoines. Nous venons d'assister à une conférence de presse que vous avez animée avec M. Bruno Mavungu et le secrétaire général aussi, hein, national plutôt, chargé des questions extérieures. Il y a eu la question du dialogue et processus électoral. Est-ce qu'on peut continuer à croire au dialogue? Nous sommes au mois d'octobre, le mois prochain c'est le mois de novembre. Les élections, évidemment, le gouvernement sur place prévoit, oui, scrutin. Est-ce qu'on peut aujourd'hui continuer à croire au dialogue ou il faudrait déjà commencer à penser sur d'autres pistes? Comme je l'ai dit au cours du point de presse, nous avons choisi la voie de la non-violence et la non-violence marche de pair avec le dialogue. Le dialogue qui, lui aussi, postule quoi? Un compromis. Jusque-là, nous croyons encore que nos adversaires feront preuve de bonne foi et que nous irons à ce dialogue pour y dégager le consensus. Mais en même temps, parce que les plus grands stratèges conseillent toujours d'avoir deux fers au feu, nous sommes en train de remobiliser nos combattants. On lance un mot d'ordre pour qu'ils se préparent. Si bien que d'ici le mois prochain, la deuxième quinzaine du mois de novembre, si nous nous rendons compte que la mauvaise foi de nos amis du pouvoir est manifeste, ben, nous allons prendre notre destin en main. Et donc, c'est tout à fait normal, vous avez raison.
de poser cette question. Nous en sommes conscients. Nous sommes en train de nous organiser de telle sorte que, de passer le mois prochain, nous allons décréter ce dialogue que nous avons tant demandé sans objet. Et nous allons nous organiser autrement parce que nous sommes habitués de la lutte. Nous ne prenons pas des armes, mais nous avons un peuple que nous allons mobiliser et je crois que le peuple va lui-même prendre son destin en main. Nous reviendrons sur le délai que vous avez fixé et puis sur évidemment la mobilisation populaire. Mais ici, il y a quelque chose qui retient mon attention, c'est vous avez plusieurs fois évoqué le mot adversaire. Vous parlez de la mauvaise foi de vos adversaires. Mais en quoi sont-ils à ce stade le blocage au dialogue? Ça, c'est un axe de ma question. Le deuxième axe de ma question est que vous avez quand même participé à des pré-dialogues avec vos adversaires. Qu'est-ce qui n'a pas finalement été convenu? Qu'est-ce qui a manqué pour que finalement qu'il y ait un compromis déjà d'avance, préalable, avant la tenue du dialogue proprement dit? Non, mais je crois, comme je l'ai indiqué, dans la recherche d'un compromis, par le biais d'une négociation, ce n'est pas du jour au lendemain que vous avez une concordance sur l'ensemble de points. C'est tout à fait normal que vous vous entendiez sur un point, que sur un autre, il y ait des divergences. Et donc, la question qui a le plus retardé un accord pour aller finalement vers ce dialogue, c'est la question de la médiation internationale. Nous nous en tenons à cette médiation internationale. Pourquoi? Parce que c'est celle-là qui va nous garantir ce qu'on appelle la garantie de bonne fin. Nous ne pouvons pas aller avec des gens, et lorsqu'il s'agira d'appliquer ce que nous aurons convenu, c'est des juges, ils n'appliquent pas, nous n'aurons pas à qui nous vouer. Donc nous insistons, nous, pour qu'il y ait la médiation internationale, d'autant plus que cette médiation est inscrite dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, il y a une évolution par rapport à cette question. Je crois que si d'ici quelques jours, à travers quelques contacts même secrets, si nous nous mettons d'accord, nous irons. Ils ont pensé que nous étions en mesure de céder sur cette question-là. Nous sommes fermes, on ne cède pas d'un iota. Il faut que le dialogue soit modéré par un médiateur, un facilitateur international. Peut-on comprendre que c'est ça la question finalement qui bloque, ou c'est ça la question qui est un indicateur de la mauvaise foi de l'autre côté, ou il y a d'autres indicateurs de cette mauvaise foi que vous évoquez? Bon, évidemment, moi personnellement, je n'avais pas été là, mais je crois que la question essentielle qui a été à la base du blocage, qui a fait que jusque-là, on n'a pas évolué vers l'acceptation du dialogue, c'est celle-là. Mais d'après quelques informations que nous avons par-ci par-là, ils auraient levé l'option de ne plus refuser la médiation internationale. Auquel cas, je pense que très prochainement, on pourra faire l'annonce de la désignation donc, du facilitateur qui va appeler les parties à se rapprocher, à proposer. Parce qu'en fait, ce n'est pas les médiateurs ou les facilitateurs qui décident, ce sont les parties. Il leur fait que des propositions. Dès que nous aurons convenu de la date et des autres questions à débattre au dialogue, je crois que la voie sera ouverte pour aller au dialogue. Qui va convoquer le dialogue? Le dialogue doit être convoqué, en fait les parties doivent être convoquées par le facilitateur. Comme ça s'est passé, parce qu'on n'invente pas la roue. Il y a eu Sun City, et c'est M. Machiré, facilitateur, qui avait invité les parties, d'abord à Addis Abeba en Éthiopie, et ensuite à Gaborone, où on a rédigé le règlement intérieur, et ensuite à Sun City pour débattre. Donc c'est le facilitateur à qui revient la tâche de convoquer les parties. Et pour nous, aussitôt que nous nous serons mis d'accord sur le facilitateur, je crois que tout va aller de mieux. J'ai donné l'information à l'assistance que le président Tshisekedi, dans le but de hâter la tenue du dialogue, vient de saisir le secrétaire général. Et je pense que sa réponse prompte pourra aider à aller dans le sens. Mais c'est déjà, je crois, le deuxième ou le troisième courrier que le président Étienne Tshisekedi adresse au secrétaire général des Nations Unies, mais c'est toujours lettre morte. Qu'est-ce qui montre qu'à ce courrier-là, finalement, il va devoir réagir? Comment l'UDPS réagirait dans le cas où c'est Joseph Kabila, dans ce cas-là, qui convoque alors le dialogue? Non, d'abord, je précise, après le premier courrier du président, M. Kobler, son représentant, avait annoncé publiquement qu'il était prêt à convoquer les partis. Mais il avait insisté sur le fait qu'on danse les tangos à deux.
Et donc, M. Kabila, lui aussi, exprime la demande. Et il a insisté plus de 10 fois pour dire, au moment où on danse les tangos à deux, dès que Kabila exprime sa volonté de nous voir commencer ce dialogue, je suis prêt. Et donc, le courrier ne sont pas restés lettres mortes parce que M. Kobler était tout à fait disposé à convoquer le dialogue. Alors, si c'est M. Kabila qui le convoque, alors une chose est certaine, c'est que nous n'allons pas répondre. Parce que nous ne sommes pas preneurs d'un dialogue qui est convoqué par Kabila, mais nous sommes acheteurs, comme je l'ai dit, d'un dialogue selon les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et de ce point de vue, ce n'est pas M. Kabila, c'est le facilitateur qui est habilité à convoquer les partis. Nous avons vu le camp de Joseph Kabila commencer à se démobiliser un peu. On parle aujourd'hui du G7. Hein, on parle de Moïse Katumbi qui a démissionné du parti et du gouvernorat. Quelle est la lecture de l'UDPS et quelle est votre lecture personnelle? Vous savez, nous, à l'UDPS, nous sommes des chats échaudés. C'est du déjà vu. On a accueilli des gens après notre sortie de la clandestinité. Ils sont venus, on a créé une grande plateforme. Et après, les gens se sont comportés comme d'usagers dans une essencerie. Il vient, s'approvisionne en essence, et qu'est-ce qu'il fait après? Il s'en va. Et on a connu ce genre de situation à plusieurs reprises. Il faut se poser la question, est-ce que ceux qui se disent qu'ils ne sont plus d'accord avec M. Kabila, est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'ils ne cherchent pas à se positionner? D'autant plus que nous allons vers les enjeux, comme vous venez de le dire. Et donc, nous sommes en droit de penser que ce n'est pas forcément dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt général, qu'il y a ces revirements entre le G7 et M. Kabila. Mais est-ce qu'ils sont, concernés? Voilà pourquoi pour nous, nous disons qui vivra verra. D'autant plus que le point de départ, comme disait Paul Sartre, et Jean-Paul Sartre explique tout. En 2 semaines, ils ont commencé par dire nous ne serons ni de la majorité ni de l'opposition. Et une semaine après, ils disent nous serons de l'opposition parlementaire, donc l'opposition de la chaise pleine, à résultat zéro. Et après, ils disent qu'ils ne veulent pas du dialogue, après avoir dit qu'ils étaient pour le dialogue. Donc, qui vivra verra. Mais pour nous, nous sommes suffisamment informés, nous sommes suffisamment au courant de ces genres de situations. Nous pensons que notre position d'être dubitatif va nous donner raison. Le président Étienne Tshisekedi a lancé un message du rassemblement des forces vives. Est-ce que le G7 est concerné par ce message lancé par le président Étienne Tshisekedi? Il leur appartient à eux de s'exprimer par rapport à cet appel. Et quand ils l'auront fait, nous examinerons. Nous sommes au mois d'octobre, le mois prochain c'est le mois de novembre qui en fait est le délai que l'UDPS fixe par rapport au dialogue. Qu'est-ce qui est prévu de manière pratique d'ici la fin du mois de novembre au niveau de l'UDPS comme action, comme activité ou comme stratégie? Bon, évidemment on ne révèle pas les stratégies, mais comme action en préparatif en tout cas à cet événement. En tout cas pour nous, aujourd'hui comme je le dis, c'est les deux fers au feu. En plus de la demande du dialogue, nous nous préparons. Mais la manière dont nous préparons les choses, on ne va pas le reflet. Et donc, nous préparons le combattant et au-delà du combattant, le peuple congolais à s'assumer. Parce qu'on ne va pas attendre indéfiniment. J'ai une dernière... Ouais. Dialogue, il faudrait qu'on aille au dialogue. Et si on promet d'aller au dialogue, on dit qu'il y a déjà des points de divergence et on traîne les pieds, c'est qu'on voudrait nous amener à faire le constat de l'impossibilité d'organiser les élections dans le délai, et auquel cas il faut glisser, et nous ne voulons pas glisser, et donc nous allons nous assumer. Et nous assumer, c'est-à-dire? C'est-à-dire, nous n'allons pas laisser notre destin être érodé, être détruit par un homme, par un groupe. Ils n'ont pas ces droits-là. Le peuple va, je ne mâche pas les mots, le peuple en prenant son destin en main, va tout simplement le mettre hors d'état de nuire son avenir. Nous avons reçu M. Bruno Tshibala, qui est secrétaire général adjoint de l'UDPS, chargé des questions politiques et juridiques. Et on voit qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles il est important de discuter avec lui en profondeur. Mais je crois que UDTV le recevra, en tout cas dans les tout prochains jours. Mais pour l'instant, on dit
Merci beaucoup, monsieur Bruno Tshibala, et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Bienvenue dans le monde de CPLA TV. CPLA TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. CPLA TV vous offre plus de 150 chaînes, parmi lesquelles RTNC 1, RTNC 3, RTVS 1, Télé 50, P1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, des chaînes françaises, des chaînes africaines, des chaînes de sport, sans oublier EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise, toujours présente lors des grands événements. CPLA TV. Et donc, oh, je vais appeler Mbokat. Dans ma chaîne, vous mettez à Congo. Notre décodeur fonctionne partout via Internet. Ainsi, vos chaînes peuvent vous suivre à travers le monde. Dès maintenant, n'hésitez pas à nous contacter pour la commande de la box CPLA TV. CPLA TV, créée pour les Congolais, par les Congolais.